À la une de l'actualité ce soir, le ministre en charge de la décentralisation et de la sécurité intérieure rencontre les forces vives de la région du Sud-Ouest. Les deux parties ont surtout parlé de développement socio-économique de la région et des questions sécuritaires. Le ministre Simon Compaoré a surtout souhaité davantage d'union et d'unité de la région pour vaincre les obstacles qui s'opposent à son développement et également souhaité la collaboration des populations avec les forces de sécurité, encourage la mise en place de groupes d'autodéfense. Dans ce journal, le point complet de la rencontre. Bonne nouvelle pour la campagne agricole au Burkina. Dans la province du Gourmand, par exemple, la campagne a démarré de façon précoce à certains endroits et en d'autres lieux, les pluies se font toujours attendre. Dans le centre-est, par contre, même constat, sauf que les producteurs de la région regrettent le retard dans la mise à la disposition de la totalité des intrants agricoles. Pourquoi cette situation est-elle générale? Le directeur général de la production végétale au ministère de l'Agriculture est notre invité ce soir, M. Alassane Guiré. Bonsoir. Merci d'être là pour répondre à nos questions. L'artisanat occupe une place importante dans l'économie de la ville de Kaya et dans le domaine, la filière maroquinerie semble tenir la palme d'or. Seulement ces derniers temps, elle est confrontée à des difficultés qui s'appellent manque de matériel de travail et insuffisance de marché. Mais au ministère de l'Artisanat, la question est prise au sérieux. Le ministre Stéphane Sanou était au Ghana pour prospecter de nouvelles débouchés pour l'artisanat burkinabé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, en marge des travaux des Journées européennes du développement, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et le président de la République centrafricaine se sont rencontrés. Les deux présidents ont échangé leur point de vue sur les questions liées à l'Afrique. Le président du Faso a également reçu la ministre suédoise pour le développement et l'environnement. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Burkina Faso et la Suède. Le compte-rendu est signé Frédéric-Étienne Bassenga. Tête à tête entre Roch-Marc Christian Kaboré et Faustin Archange Touadéra à Bruxelles. À la faveur des Journées européennes du développement, les deux présidents se sont rencontrés pour harmoniser leurs points de vue sur les grandes questions liées à l'Afrique. Tout simplement, nous sommes deux pays africains et que nous sommes rencontrés donc lors de cette réunion et il était important que nous puissions nous partager nos points de vue et voir de quelle manière nos deux pays peuvent renforcer leur coopération. Nous avons déjà des éléments de coopération, mais il s'agissait pour nous de renforcer cela et je crois que nous nous sommes donné rendez-vous au sommet de l'Union africaine pour disons, définir un cadre formel de travail. Le président du Faso a également reçu la ministre suédoise pour le développement et l'environnement. Roch-Marc Christian Kaboré et Isabelle Lalovin ont parlé de coopération bilatérale entre leurs deux pays, mais surtout de son renforcement. Dans l'actualité ce soir, en séjour dans la région du Sud-Ouest, le ministre en charge de la décentralisation et de la sécurité intérieure a rencontré les forces vives de la région. Deux points à l'ordre du jour du face-à-face entre Simon Compaoré et les forces vives du Sud-Ouest, le développement socio-économique de la région et les questions de sécurité. À propos du développement de la région, le ministre a surtout souhaité davantage d'union et d'unité de la région pour vaincre les obstacles qui s'opposent au développement de la région. Et sur la sécurité et au regard de la situation de la région qui fait face à deux frontières, celle de la Côte d'Ivoire et du Ghana, le ministre de la Sécurité a surtout souhaité la collaboration des populations avec les forces de défense. On fait le point avec Aboubacar Traoré. Avec un langage de vérité, le ministre d'État en charge de l'administration territoriale a invité les forces vives de la région du Sud-Ouest à exploiter les atouts en ressources naturelles et humaines pour amorcer le développement de leur région. Après les forces vives, Simon Compaoré s'est entretenu avec les forces de sécurité et de défense sur la question de l'insécurité qui sévit dans le Sud-Ouest. Il a annoncé une opération de ratissage en collaboration avec les populations. Nous sommes entretenus avec les forces vives sur deux points essentiellement, la situation économique de la région et la situation sécuritaire dans la région. Et ensuite, nous avons eu une réunion avec l'armée, la gendarmerie, la police, les eaux et forêts, la douane,
parce que nous avons en vue d'organiser une vaste opération de sécurisation au niveau de la région. Le ministre d'État en charge de la sécurité est allé dans les casernes encourager les forces de sécurité et de défense de la région pour le travail déjà abattu. Occasion pour les hommes et femmes détenus d'égrener les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Elle se résume en insuffisance de personnel, de matériel roulant, de locaux et de logistique. Après les élections municipales du 22 mai dernier, l'heure est à la mise en place des exécutifs locaux. À Banfoura, dans les Cascades, des rumeurs faisant état d'un probable soutien des opérateurs économiques à un candidat à la mairie ont fini par sortir le collectif des associations des opérateurs économiques de la région de sa réserve. Face à la presse ce 17 juin, les opérateurs économiques de la région des Cascades ont tenu à faire une mise au point. Pour eux, il faut éviter les confusions de genre, la politique aux politiciens et l'économie aux opérateurs économiques. Carole Tougouma, explication. Le choix du futur maire de Banfoura pose problème à entendre le collectif des associations des opérateurs économiques de cette commune. Par cette conférence de presse, il tire la sonnette d'alarme quant à la possible dégradation du climat social dans la ville. Nous sommes à une phase où les rumeurs qui parviennent, non seulement à nous, non seulement à tout le monde, et tout porte à croire que le climat n'est pas stable. Nous sommes permis de rencontrer les autorités administratives afin d'attirer leur attention sur la question. Nous venons donc par la présente conférence de presse attirer l'attention de l'opinion publique sur les éventuels risques d'une explosion sociale. Ces opérateurs économiques seraient accusés de soutenir l'un des candidats à la mairie. Nous tenons à signifier notre neutralité à propos de notre quelconque soutien à un éventuel conseiller candidat à la mairie. Que les politiques fassent leur politique et permettent aux opérateurs économiques de mener tranquillement leurs activités économiques. Le collectif des associations des opérateurs économiques de la commune de Banfoura, par cette occasion, réaffirme sa détermination à soutenir les dispositions légales de la République. Il lance également un appel à la population de Banfoura à mettre de côté les divergences politiques et à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans la commune. Le Burkina Faso vient de mettre en place un fonds d'assistance judiciaire, un fonds destiné à financer les honoraires d'avocats, les frais de dossier. L'objectif du fonds est de permettre un égal accès à la justice. Pour harmoniser les pratiques et offrir les chances de réussite au fonds, les acteurs de la justice se sont retrouvés en fin de semaine dernière à Koudougou. Zalissa Sanfo. Depuis le mois de mai dernier, le fonds d'assistance judiciaire est effectif. Un fonds qui va réduire la barrière financière qui bloque l'accès de la justice aux plus pauvres. Désormais donc, le plus riche comme le plus pauvre vont avoir un égal accès à la justice. Et ce fonds d'assistance judiciaire a pour rôle de faire en sorte que les personnes qui sont les plus démunies et qui n'ont pas les moyens, pourtant qui ont une cause défendable, puissent se présenter à une commission d'assistance judiciaire et que la commission puisse voir si leur cause est défendable pour qu'on puisse désormais les soulager avec l'argent de l'État. L'égal accès à la justice est accompagné et financé par la France à travers son projet d'appui à la modernisation de la justice. Une façon pour la coopération française de marquer tout l'intérêt pour elle d'appuyer le ministère dans ses actions extrêmement importantes en faveur d'une meilleure accessibilité à la justice, notamment pour les populations qui sont économiquement les plus défavorisées, des personnes qui n'auraient pas les moyens financiers de supporter le coût d'un procès, avec les frais, les taxes, les émoluments, les honoraires d'avocats. En un mois, c'est une vingtaine de personnes qui a déjà bénéficié de ce fonds d'assistance judiciaire. Et ces agents espèrent que les principaux concernés feront sien ce fonds pour une société plus juste. Les composantes de la plateforme nationale des jeunes pour l'atteinte des ODD viennent de tenir les 17 et 18 juin un tout premier forum.
Composée de 11 réseaux de jeunesse, la plateforme se veut un espace de rencontre et de proposition d'idées. L'idée est de voir comment les jeunes peuvent impacter sur les décisions orientées vers l'adaptation au changement climatique, les questions de gouvernance, mais aussi de développement économique. La conviction des membres de la plateforme est qu'il sera difficile d'atteindre les ODD sans la participation des jeunes. Le point est avec Abdelaziz Yadibou. À peine née, la plateforme des jeunes pour les ODD, les objectifs du développement durable, se lance un défi. S'allier aux côtés des dirigeants pour faire bouger les lignes en matière de développement durable au Burkina. La plateforme demande un accompagnement conséquent des jeunes pour plus de rendement dans le domaine de l'agriculture. La bonne gouvernance, la sauvegarde de l'environnement, la promotion de la paix, la santé et le genre sont autant de défis pour lesquels les jeunes pour les ODD proposent des actions à mener. La jeunesse a décidé d'agir concrètement, pas d'attendre, de tendre toujours la main pour attendre de quelconques appuis, mais de se mettre en mouvement pour créer de la richesse, pour effectivement contribuer au développement du pays, apporter quelque chose de novateur dans la démarche que nous allons adopter. Le ministère de l'Environnement prend en compte les préoccupations et également dans les jours à venir, nous allons tenir une autre rencontre avec l'ensemble des plateformes de jeunes qui évoluent dans le domaine de l'environnement pour qu'ensemble nous traçons une feuille de route qui vont nous permettre en tant que ministère d'aboutir bien sûr à l'objectif qui nous a été fixé par le chef de l'État. Considérée comme le fer de lance du développement, la jeunesse constitue près de 112% de la population burkinabé. Une force que l'autorité en charge des questions environnementales appelle à se mobiliser pour l'atteinte des 17 objectifs du développement durable fixés en septembre 2015. On en vient à notre grand format de ce dimanche. La campagne agricole a débuté un peu partout dans l'ensemble du pays. Dans la province du Gourma, par exemple, la campagne agricole a démarré de façon précoce à certains endroits et en d'autres lieux, les pluies se font toujours attendre. Constat de Amidou Lankwande et de Lambert Soma. Une campagne agricole précoce dans le village de Kouaré, c'est ce qu'il nous a été donné de voir. Dans son exploitation de 12 hectares, ce producteur procède à quelques ressemis. Mais en grande partie, son coton est au stade levé-feuille, tandis que le maïs est à la phase de montaison. Je suis en avance dans mes travaux cette année, car j'ai semé le maïs il y a déjà plus d'un mois, ce qui n'était pas le cas l'an passé. À Piega, par contre, la situation est différente. Ce producteur affirme accuser un retard par rapport à l'an passé. À l'heure actuelle, nous sommes au stade de labour et de semis. L'an passé, à cette période, nous étions à la phase levée-feuille, donc nous accusons un retard. Dans la commune de Yamba, la situation agricole diffère d'un endroit à un autre. On observe un peu comme je l'ai dit, le labour, les levées, et d'autres endroits aussi on constate que la pluviométrie n'est pas aussi ça. Nous avons quelques pluies qui s'annoncent, notamment hier nous avons reçu une pluviométrie sur presque toute l'étendue du département. Et dans l'ensemble, on peut dire que pour le moment c'est satisfaisant. Sur les 3 postes pluviométriques que compte la province de Gourma, seul celui de Diabo est excédentaire. Mais pour le directeur provincial de l'agriculture, il n'y a rien d'alarmant. La plupart des producteurs sont au niveau des opérations de labour suivies de semis. De façon globale, on peut dire que la situation se présente bien, puisque si nous faisons une comparaison par rapport à l'année passée, nous pouvons dire que la campagne s'est installée de façon globale, de manière précoce. L'année passée, c'est au cours de la première décade du mois de juillet que nous avons entamé les opérations de semis. Or, déjà à cette date, à la date du 15, même avant cette date, dans certaines localités, les gens ont déjà semé. Pour l'ensemble des acteurs, une bonne répartition spatio-temporelle des pluies pourrait leur permettre d'obtenir d'excellentes récoltes en fin de campagne. Je vous l'annonçais en titre, le directeur général des productions végétales au ministère de l'Agriculture est notre invité, M. Alassane Guirere, bonsoir. Bonsoir, M. Et merci de votre disponibilité à venir répondre à nos questions. Vous avez suivi cet élément, un constat dans le Gourma. Comment vous appréciez ce constat dans le Gourma, mais aussi de façon générale dans le reste du pays? Merci bien, M. Kindo. Je voudrais donc, au nom de M. le ministre de l'Agriculture,
vous traduire toute la gratitude de notre département pour le fait de nous avoir conviés à ce plateau. Et c'est donc nous donner l'occasion de nous adresser à l'ensemble des braves productrices et producteurs de notre pays qui, comme vous le savez, représentent 80% de cette population et contribuent à environ 40% du PIB de notre pays. Et c'est également ces braves populations qui nous permettent d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc la première indépendance que nous estimons est celle alimentaire. Donc nous profitons de votre micro pour traduire toute notre gratitude à l'ensemble des producteurs et productrices de ce pays. Alors pour revenir à la thématique de ce soir, je voudrais d'abord vous rappeler que le lancement de la campagne humide a été fait le 14 mai 2016 à Kaya et avait fixé des ambitions de production, au nombre desquelles nous avions envisagé atteindre 4 700 000 tonnes de céréales, environ 235 000 tonnes de tubercules, 1 500 000 tonnes de production de rente et tout de 610 000 tonnes de niébé. Et donc, pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a consenti des efforts exceptionnels cette année. En ce sens que nous avons, au compte de l'année 2016, obtenu auprès du gouvernement près de 14 milliards de francs pour donc acquérir environ 23 000 tonnes d'engrais NPK urée. On va y arriver. OK. Alors, donc de façon spécifique par rapport à la situation au Gourma, je dirais que c'est de façon générale, c'est un peu la situation qui prévaut sur l'ensemble du territoire. En ce sens que les pluies se sont installées de façon précoce par endroits. Aujourd'hui, nous avons eu un cumul du 1er avril 2016 au 10 juin, des cumuls qui varient de 50 mm à 250 mm, ce qui est au-dessus des cumuls de la même période de l'année 2015. Seulement, on a constaté également qu'il y a une très grande disparité au niveau de la répartition spatio-temporelle, ce qui justifie que dans la même région, vous ayez des zones où, effectivement, nous sommes à la levée. Par contre, il y a des zones où on est au semis. C'est un phénomène général, mais les prévisions météorologiques sont rassurantes, en ce sens que pour notre pays, il est prévu que nous ayons des cumuls pluviométriques excédentaires à normal des périodes de juin, juillet, août, septembre. Donc, nous pouvons rassurer l'ensemble des producteurs que logiquement, la question de la pluviométrie ne devrait pas être un frein pour notre campagne cette année. Et si d'emblée, il y a des postes de sécheresse? Mais naturellement, nous avons aussi au sein du département des dispositions qui nous permettent éventuellement de faire face à ces postes de sécheresse. Comme vous le savez, nous recevons annuellement pas moins de 200 milliards de mètres cubes d'eau, mais nous ne stockons qu'environ 5 milliards de mètres cubes d'eau. Donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité pour nous d'assurer l'irrigation de complément, par exemple, lorsque nous avons des postes de sécheresse. C'est-à-dire lorsque dans une zone, vous avez une semaine sans pluie et que vous avez la possibilité d'accéder à un plan ou à une retenue d'eau, mais vous avez la latitude à travers ce que nous avons mis en place, ce qu'on appelle les brigades mobiles d'irrigation, qui sont sur l'ensemble du territoire, qui peuvent à tout moment être sollicitées et qui vont vous permettre de venir assurer l'irrigation. Nous avons également demandé à ce que, pour chaque exploitation, on puisse envisager, par exemple, mettre en place un bassin de collecte des eaux de ruissellement. C'est simple, c'est des trous que vous creusez à l'intérieur de votre exploitation, qui peuvent vous permettre de mobiliser, de stocker autour de 250 à 300 mètres cubes d'eau. En cas de poste de sécheresse, vous actionnez cette eau pour irriguer, ne serait-ce que pour sécuriser un tant soit peu une superficie qui vous permettra de faire face à vos besoins alimentaires. En plus de cela, il y a beaucoup de bonnes pratiques. On vous dit de renforcer la densité des semis lorsque vous pensez que vous êtes en retard. On vous dit d'apporter de la fumier organique parce que nos sols sont suffisamment pauvres. On vous dit d'apporter du phosphore parce que nos sols sont suffisamment pauvres également à ce niveau. Mais tout cela, c'est effectivement des bonnes pratiques qui peuvent être acquises auprès de l'ensemble de notre réseau d'encadrement qui est déployé sur l'ensemble du territoire. Donc, à l'Est, je dis que c'est effectivement, actuellement, nous avons, à partir des cumuls pluviométriques, constaté que l'Est est une des régions qui a été la plus excédentaire par rapport aux campagnes antérieures. Mais, comme je l'ai dit, il y a des zones où nous avons ce déficit, même dans la région de l'Est. On en vient à vous, Monsieur Guillet, mais juste le temps de regarder un reportage. Bonne nouvelle également de la campagne dans la région du Centre-Est, et on revient à cet entretien. Les producteurs de la région du Centre-Est se félicitent d'un bon début de la campagne. Ils regrettent cependant le retard dans la mise à disposition de la totalité des intrants agricoles. Certains producteurs sont rentrés en possession de la quasi-totalité des intrants, mais d'autres, par contre, attendent toujours. Nyarkiteda est allé faire un constat. On suit son compte-rendu. Adama Kéré est un producteur de Zano
à quelques 10 km après Tenkodogo. Il exploite à 7 hectares toutes spéculations confondues. Le sorgho et le maïs présentent une physionomie satisfaisante, mais le producteur est toujours dans l'attente d'une partie des intrants, en l'occurrence les engrais. On n'a pas encore eu l'engrais. Bon, ça c'est au niveau de la disposition de l'État. Voilà. Sinon le maïs est prêt, ça demande l'engrais, mais on n'a pas encore eu l'engrais. À Weloguin, un autre village de Tenkodogo, là également Moussa Welgo, avec ses 18 hectares, dit avoir reçu les semences à temps, mais n'a toujours pas d'engrais pour appliquer. Son véritable problème, c'est l'engrais. Sinon, en dehors des caprices pluviométriques, le véritable problème, c'est l'engrais. À en croire les responsables en charge de l'agriculture du centre-est, toutes les dispositions sont prises pour distribuer l'ensemble des intrants agricoles. À partir d'aujourd'hui, l'information est que les engrais vont être distribués parce que c'est déjà déposé dans les communes. Voilà, et on attendait de savoir si ça allait être réceptionné comme on le fait d'habitude, mais nous avons reçu l'information hier que c'est de l'engrais qui est déjà réceptionné et que nous devons passer à la distribution. À Koupela, dans le Kouritenga, une des provinces du centre-est, la machine de la distribution semble être en marche, avec ici l'enlèvement des engrais à un prix subventionné. En tous les cas, Dieudonné Yameogo ne dira pas le contraire. Bon, c'est bien entendu, parce que c'est ça qu'on apprend, mettre ça un peu ici. Bon, là-bas, là, c'est 1000 qu'on va mettre là. Bon, maintenant, là, c'est temps qu'on met ça maintenant. Au jour d'aujourd'hui, les producteurs disposent déjà des semences et à cette semaine, on est en train de mettre à leur disposition les engrais. Même là, les producteurs accusent le retard pris pour mettre à leur disposition les intrants d'une manière générale. Sont de ceux-là Augustine Oubda qui exploite près de 7 hectares de sorgho, de maïs et de niébé. Les semences là, ça nous manque, ça vient mais c'est pas beaucoup. Et puis ça vient pas vite. L'engrais là aussi, bon, c'est pas trop donné. Outre ces problèmes de retard qui revient pratiquement à chaque saison agricole, ce producteur, lui, se pose des questions sur le choix des personnes qui ont droit aux intrants subventionnés de l'État. Aussi bien pour les semences que pour les engrais, c'est subventionné et c'est destiné donc également à des producteurs vulnérables. S'il y a une seule chose sur laquelle les acteurs s'accordent dans le centre-est, c'est bien la bonne installation de la campagne agricole avec la clémence du ciel qui a offert les premières eaux 2 mois à l'avance par rapport à la campagne écoulée. Retour sur ce plateau avec notre invité Alassane Guiré, directeur général des productions végétales au ministère de l'Agriculture. Monsieur Guiré, on l'a vu, chaque année, les producteurs sont confrontés à ces retards dans la mise en place des intrants, notamment des engrais. Comment on peut expliquer ça? Oui, vous avez parfaitement raison, tout comme nos braves producteurs. Mais nuance, je voudrais quand même souligner que cette année, et de façon unanime, on reconnaît qu'il y a un effort exceptionnel qui a été fait pour que les engrais puissent parvenir, les semences puissent parvenir aux producteurs. C'est vrai, légèrement avec du retard, mais il fut des moments où je crois que les gens recevaient les engrais et les semences au mois de septembre. Bref, alors pourquoi cet état de fait? C'est simple, vous savez que c'est le budget national qui permet l'acquisition de ces intrants que nous mettons à la disposition des acteurs. Vous savez également que le budget de l'État, il est annuellement voté. Il doit être voté au niveau de l'Assemblée nationale pour que les dotations, les lignes budgétaires prévues justement à cet effet puissent être engagées sous forme de marché d'acquisition des intrants. Tenez-vous bien que cette année, je crois que la loi de finances rectificative n'a été votée que pratiquement à mi-avril. Donc si nous devrions attendre mi-avril pour engager le processus d'acquisition des intrants afin de les mettre à la disposition des acteurs, nous serions là jusqu'en octobre sans avoir mis 1 kg de semences ou 1 kg d'engrais à la disposition de ces braves producteurs. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Au niveau de la semence, nous avons donc l'habitude de signer des conventions avec l'Union nationale des producteurs semenciers, qui sont nos partenaires. Et à l'intérieur, le ministère a développé des initiatives pour nous permettre d'anticiper et donc d'assurer la question de certification, d'analyse des semences et déjà de les prépositionner. Mais pour l'engrais, c'est un appel d'offres qui vient d'être lancé. Et nous allons attendre les 23 000 tonnes de l'État, probablement d'ici octobre ou septembre.
L'ingéniosité au niveau du ministère a consisté... Mais d'où vient l'engrais J'arrive justement, j'en arrive. L'ingéniosité du ministère a consisté à entrer en contact avec la Sofitex pour engager des discussions, des négociations. Et je profite d'ailleurs de votre micro pour dire grand merci à la direction générale de la Sofitex qui a consenti justement à nous prêter sur ces stocks résiduels des quantités que nous avons réussi justement à mettre à la disposition des producteurs. Et c'est cet engrais qui est en train d'être distribué. Donc, vous comprenez un peu la complexité de la question. Il y a effectivement des solutions qui sont en train d'être envisagées dans notre département. Par exemple, je parle des 23 000 tonnes que nous allons avoir. Nous allons rembourser ce qui revient à la Sofitex. Nous allons donc prendre peut-être l'initiative de stocker le reliquat de cet engrais-là pour que l'année prochaine, dès le mois de février, si nous voulons, nous avons de la matière à mettre à la disposition des producteurs. Entre autres, une solution. L'autre solution consiste, au niveau du ministère, à réfléchir en rapport avec le ministère de l'économie, des finances et du développement, à mettre en place une centrale d'achat des intrants et du matériel agricole, à l'image de la CAMEG. Mais là, c'est dans le cadre du partenariat public-privé qu'une telle initiative peut voir le jour. Et là, nous aurons la garantie d'avoir de la disponibilité, d'avoir de l'accessibilité des intrants sur l'ensemble du territoire. Première solution. Oui. Deuxième solution, nous sommes également en train de partager, en fait, en contact avec un certain nombre de partenaires, qui sont le Japon, la Chine, Taïwan et même le Maroc à travers l'OCP, pour voir, à partir du gisement de phosphate de Kouliouari, qui est quand même du gisement, qui est une ressource naturelle, propre. Pourquoi ne pas envisager monter une usine de fabrication d'engrais ici, qui permettrait également, non seulement d'infléchir les coûts, mais également de disponibiliser ce produit. Donc voici un peu la réalité que nous vivons. Exactement. Il y en a suffisamment d'initiatives qui sont en gestation. Même pour la baisse des prix des engrais, nous sommes pour parler avec la douane, avec les impôts, avec les grossistes, avec les sociétés cotonnières, pour voir comment nous pouvons impacter de sorte à ce que les coûts des engrais baissent, par exemple. Parce qu'il ressort que, par exemple, le transport représente 11% du coût du produit final. Le transport. C'est-à-dire, si nous coalisons nos efforts, nous décidons de faire des commandes groupées, et nous, plutôt que de passer par la route, nous engageons des pourparlers avec Citaraï, nous pourrons donc réduire ne serait-ce que de 11% le coût de revient de l'engrais et d'autres taxes qui pourraient être envisagées, dont on pourrait négocier avec le ministère des Finances. Voilà quelques initiatives qui sont en gestation au niveau du département. Et je pense que, s'il plaît à Dieu, en 2017, ces questions seront relevantes du passé. Oui, en attendant 2017, il y a la distribution de cet engrais qui pose aussi problème. Mais de façon générale, quels sont les critères qui prévalent à la distribution? Vous dites on donne aux plus pauvres. Et comment reconnaître les plus pauvres? Bien, et cette question, je crois, pose deux problématiques. Quels sont les bénéficiaires? Première problématique. La deuxième problématique, est-ce que les quantités sont suffisantes pour couvrir les besoins des uns et des autres? Parce que s'il y en avait suffisamment, qu'ils soient les plus pauvres ou les moins pauvres, si tout le monde est servi, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis en toute sincérité, aujourd'hui, j'ai énoncé tout de suite les objectifs de production. En termes de céréales, nous ambitionnons de produire 4 700 000 tonnes de céréales. Ça va être sur près de 3 600 000 hectares de céréales. Maïs, sorgho, mil, riz. Lorsque j'évalue sur la base des doses agronomiques moyennes en termes d'engrais, il nous faut 650 000 tonnes d'engrais pour couvrir les 3 600 000 hectares. Avec tous les efforts du gouvernement, c'est 23 000 tonnes que nous mobilisons. Vous voyez le ratio. Et 650 000 tonnes, ça viendra au bas mot autour de 255 milliards de francs CFA. Nous connaissons la situation de notre pays. C'est le souhaitable qu'effectivement l'État puisse consentir ce sacrifice. Mais est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens de consentir ce sacrifice? Donc, les quantités seront toujours en deçà des besoins réels. Alors, pourquoi l'option justement de donner aux producteurs les plus vulnérables et les plus pauvres? Simplement parce qu'ils ont moins de possibilités d'accéder aux intrants sur la place du marché, au coût réel, parce que les engrais sont subventionnés à 67% quand nous les cédons aux producteurs. Et le choix des bénéficiaires, c'est les producteurs eux-mêmes qui sont maîtres dans le choix des bénéficiaires. Au niveau du choix des villages, il y a des commissions au niveau communal. Le chef de la zone d'appui technique, qui est donc l'agent du ministère de l'Agriculture, il y a le maire ou son représentant, il y a le représentant de la Confédération paysanne du Faso. Voici les trois acteurs qui déterminent les villages prioritairement bénéficiaires.
Au niveau des villages, pour maintenant avoir les producteurs bénéficiaires, il y a l'agent de l'agriculture, l'agent de l'unité d'appui technique. Il y a un représentant du conseil villageois de développement. Il y a la chambre régionale d'agriculture et il y a la confédération paysanne du Faso. Je crois que c'est des acteurs qui vivent dans leur milieu, qui connaissent les producteurs de leur milieu, qui ont été élus ou désignés par ces mêmes producteurs. Et je pense que logiquement, on devrait avoir des choix justes, des choix réglo. Maintenant, s'il y a d'aventure des cas qui nous parvenaient, ou voilà, parce que je suis le petit frère du ministre ou le grand frère du DG, ou je suis de tel bord, là, si ça nous remonte, nous allons prendre les dispositions qui s'y est. Mais en attendant, les règles sont claires et les critères sont clairement établis. Voilà comment se passe théoriquement. Dans la pratique, il se pourrait éventuellement qu'il y ait des cas. Merci à vous, Alassane Guiré. Je rappelle que vous êtes directeur général des productions végétales au ministère en charge de l'agriculture et vous êtes venu nous parler de la campagne agricole, notamment de la distribution des intrants. Et certainement qu'on vous recevra une autre fois pour parler davantage de la campagne agricole. Merci pour votre disponibilité. Vous restez avec nous pour la suite du journal plutôt. La réalisation du barrage de Ouessa, localité située dans la province du Yoba, se fait toujours attendre. Lancé en 2014, ce projet a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population quant à l'amélioration de la production agricole. 2 ans après la pose de la première pierre, les travaux de construction de l'infrastructure hydraulique n'ont jamais avancé, au grand désarroi des habitants de cette zone frontalière avec le Ghana. Une équipe de la RTB est allée comprendre les raisons de ce blocage. Basile Bassolé et Isiaka Nana. Voici le site devant servir de lit pour le barrage hydroélectrique de Ouessa. Ce barrage, situé aux abords du fleuve Mouhoun, devrait avoir une hauteur de 20 mètres, une longueur totale de 2185 mètres et une capacité d'environ 4 milliards de mètres cubes. Une centrale hydroélectrique d'une puissance de 21 MW devait aussi être construite. 2 ans après la pose de la première pierre, force est de constater que rien n'a encore été fait jusque-là. On pensait même que les travaux allaient démarrer directement en 2014. Quand on est venu directement lancer le projet, apparemment quand on arrive sur le site, on se rend compte qu'on est toujours avec nos seules bornes qui sont là, rien n'a démarré. On a applaudi des mains, des pieds pour dire, bon d'accord, vous savez, le verbe politique là, il a dit non, que tant que lui, bon, nous tous on était contents, ils sont repartis, on est là, on les attend. Le jour que je vois par exemple un caterpillar venir commencer à faire là, je suis d'accord que c'est les travaux du barrage qui ont commencé. En lieu et place de cette infrastructure hydraulique, c'est plutôt de la banane qui y est produite. Outre le renforcement des capacités de production hydroélectrique, la construction du barrage tant attendu par les populations de Ouessa devrait permettre d'accroître la production hydro-agricole et pastorale de la localité. Le barrage là est vraiment attendu parce que ça va nous permettre d'éviter tout l'exode rural. Si le barrage voyait le jour, je pense que ce que on menait déjà comme activité sur le barrage, ça va s'intensifier. Même quand vous prenez du côté des éleveurs, ils sont impatients. Car cela nous tienne, ces populations disent fonder l'espoir de voir un jour cette infrastructure se réaliser. Comme il y a des techniciens qui sont déjà passés sur le site et puis qui ont causé avec les populations et avec même la direction en charge des aménagements hydrauliques en ce moment. Donc je me dis que c'est un signal assez fort. Le Premier ministre en a parlé devant l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, on reste toujours serein, on reste toujours confiant que le barrage là verra le jour. On n'est pas découragé, on espère toujours. Une promesse est une dette. Donc nous sommes toujours conscients que quoi qu'il en soit, une fois que c'est prononcé, ça va se réaliser. D'où cet appel à l'autorité. Monsieur le ministre, les producteurs de Ouessa vous attendent impatiemment pour les barrages. Tous émettent le souhait de voir le barrage de Ouessa voir le jour, chose qui permettra à la commune et partant à toute la région du sud-ouest de figurer parmi les pôles de croissance du Burkina.
Si à Ouessa, on attend toujours un barrage, à Boudiéry, dans la Tapoua, la digue du barrage de la localité attend d'être réfectionnée. Depuis en effet plusieurs années déjà, le niveau de dégradation de la digue s'accentue. Cette année encore, le risque est grand de voir Diapaga et d'autres localités de la Tapoua coupées du reste du pays. On assiste à un affaissement des dalles qui provoque l'érosion à plusieurs niveaux de la digue. Constat avec Désiré Ilboudo et Lambert Soma. Sur le site du barrage de Boudiéry, à vue d'œil, tout semble normal. Le cassis qui sert en même temps de digue à fière allure. Attention, ne vous fiez pas aux apparences. Cette infrastructure est la hantise des populations de la Tapoua à chaque saison de pluie. Cette année, la situation risque de virer à la catastrophe. La digue est endommagée, laissant planer le doute sur un probable isolement de la province. Il n'y a plus assez de force au milieu là. Toutes les dalles là sont déjà cassé, on ne peut pas passer là-dessus avec ce poids-là. Une fois qu'il y a 2 pluies seulement, ça ne peut pas, on garde souvent ici seulement. On ne peut pas passer, il n'y a plus de voie. Ça met même le pays en arrière, on n'arrive pas à démarcher encore. Une fois que la saison pluvieuse vient seulement, on ne peut plus rouler. La digue est si fragile que les riverains sont parfois obligés d'interdire son franchissement aux gros porteurs, ce qui les amène à consentir des sacrifices. Deux fois même, moi-même, j'ai enlevé 200 000 pour payer. Les enfants, ils ont déchargé le bagage de camion, aller verser ça là-bas et le véhicule monter, aller prendre. Jusqu'à présent, le type de véhicule n'est pas payé. Pour ces chauffeurs, des solutions existent pour leur éviter ce calvaire, eux qui sont obligés de passer plusieurs jours à chaque bout de la digue. Non, la situation de la voie là, vraiment, si on venait regarder pour nous le point là, même s'ils avaient pu faire comme la Tapoua là, dévier ça, faire un autre là-bas, laisser ça là, ça allait nous arranger en tout cas. En 2013, puis en 2015, la digue du barrage a connu des réfections et plusieurs autorités sont venues à son chevet. Au finish, aucun résultat probant selon les populations. Ils sont venus au commissaire, préfet, tous ils sont venus ici voir comment ça est. Même le ministre, ils sont venus ici. Ça n'a rien changé. Nous, on perd cette année. Hein. Si le barrage est parti, je vais courir laisser les enfants là. Je ne sais pas comment on va faire manger. Du côté des autorités locales, différents rapports ont été acheminés au niveau supérieur. Et avec les rapports donc, qui ont été, je pense que acheminés, je pense que les deux ministères, le ministère des infrastructures et le ministère de l'eau et de l'assainissement, je pense qu'ils ont la situation donc exacte de la dégradation avancée donc, de la digue. En attendant une solution pérenne, c'est la peur au ventre que la saison des pluies est attendue ici. Comment détecter la présence d'eau dans le sous-sol sans bouger de chez vous? La pratique existe et s'appelle la radiesthésie. C'est une pratique paranormale qui consiste par la concentration à entrer en contact avec les êtres et les choses à distance. Cela est rendu possible par la perception des signaux émis par ces êtres et ces choses. Les radiesthésistes peu connus exercent dans plusieurs domaines de recherche. À Bobo-Dioulasso, il y en a un qui excelle depuis des décennies dans la recherche à distance des points d'eau. Ahadi Sandamba et Drissa Traoré ont pu le rencontrer. Leur témoignage. Sur cette table, le plan d'une parcelle au quartier Belleville de Bobo-Dioulasso. Le propriétaire de cette parcelle envisage de faire un forage. Et ici, l'on procède à une prospection à distance de l'eau. Nous sommes au domicile d'un radiesthésiste. Étymologiquement, c'est la sensibilité humaine aux radiations émises par les choses et les êtres. C'est une méthode en fait de recherche qui s'appuie sur les qualités, les possibilités intrinsèques que chacun de nous a. Maintenant, il s'agit d'arriver à reconnaître, à identifier quelles possibilités paranormales vous avez. Et ensuite, bien sûr, à développer ça et pour mettre au service de la société. Tout a commencé en 1974 à Sikasso, en République du Mali. Vincent de Paul Traoré est jeune enseignant dans une école catholique. Et là, il se trouvait qu'il y avait certains de ces pères blancs qui faisaient la recherche de l'eau. Voilà. Et moi, j'avais été curieux et je m'étais informé auprès d'eux. Je dis, mais mon père, comment est-ce que vous faites? Alors, il avait expliqué. Et nous étions un certain nombre d'enseignants à être curieux comme ça. Développer de façon progressive, la recherche des points d'eau par le biais de la radiesthésie n'est pas scientifique au sens strict du terme. En ce sens que
ce n'est pas avec des appareils de physique qu'on travaille. On se base sur des possibilités qu'on a en soi et qu'il faut développer. Et c'est une branche de ce qu'on appelle le sixième sens. C'est donc cette science paranormale qui réussit là où la science appliquée connaît des limites. À titre illustratif, la géophysique permet de détecter des failles, c'est-à-dire des fractures ou encore des fissures. Cependant, il est impossible en géophysique de déterminer avec précision que ces failles sont alimentées de façon continue en eau. Il faut chercher l'eau là où elle est, et l'eau obéit à des lois de la physique. La géophysique a fait des merveilles, elle a à son actif pas mal de forages positifs, mais encore faut-il tomber sur des failles qui sont alimentées. Et pour les bénéficiaires de cette prestation, la prospection de l'eau à distance est certes étonnante, mais il n'en demeure pas moins qu'elle leur donne satisfaction. C'est le cas ici, où le bénéficiaire a déjà commencé l'exploitation de son puits. Il a cherché et il a trouvé que c'est ici qu'il y a suffisamment d'eau. Par la suite, le laboratoire a confirmé que cette eau est de bonne qualité. Sur le terrain de la recherche de l'eau, Vincent de Paul a à son actif plusieurs points d'eau repérés au Burkina Faso, ainsi que dans d'autres pays de la sous-région. Ici, dans la ville de Bobo, j'ai une bonne centaine de points d'eau, puits et forages confondus. Il y a un certain nombre d'années, j'en étais à 1000, en tout cas plus d'un millier de points d'eau. Au total, hein, pas seulement pour le Burkina, mais là où j'ai eu à intervenir. Et voici comment cela se passe sur le terrain. Tout comme à la maison, Vincent de Paul Traoré utilise donc le même procédé pour confirmer sa recherche. Vous voyez? Donc je suis sur une autre veine. Et ainsi de suite. Je vais tourner et quand j'ai un certain nombre, alors, regardez. Peu connu du commun des mortels, la radiesthésie ne se limite pas seulement à la recherche de l'eau. Vincent de Paul Traoré dit être compétent dans d'autres domaines, comme la recherche des personnes disparues et dans la santé. Autre point de l'actualité ce soir, l'artisanat occupe une place importante dans l'économie de la ville de Kaya. Et dans le domaine, la filière maroquinerie semble tenir la palme d'or. Elle occupe de milliers de personnes. Aujourd'hui confrontée à des difficultés, la maroquinerie peine à trouver ses marques dans la région. Des difficultés parmi lesquelles le manque de matériel et l'insuffisance de marché. Bouma Ernest Nebié a voulu comprendre davantage sur la question. Explication. Si vous posez la question à un habitant de Kaya, quel est le métier d'artisanat le plus pratiqué, il vous répondra sans hésiter la maroquinerie, le travail de cuir et peau. Un métier bien organisé et exercé partout à travers la ville. Nous sommes ici au siège d'une coopérative de maroquiniers. Plus d'une cinquantaine d'artisans y travaillent et gagnent leur pain depuis des années. J'ai dans le travail, ça date depuis 4 ans que je suis maroquinier. La matière première, c'est bien la peau. Et nous travaillons avec les deux qualités de peau, les peaux de la chèvre et les peaux du mouton. Plusieurs objets utilitaires y sont fabriqués. Des sacs pour hommes et femmes, des porte-monnaies, des ceintures, des chaussures, etc. Des objets qui sont achetés par des commerçants et vendeurs. Outre ces grossistes, les maroquiniers reçoivent également des commandes de l'extérieur, surtout de Ouagadougou. Nous, on vend ici. Des fois, ils ont des même, et puis on commande. Et puis, des fois, il y a des gens qui ont un séminaire, et puis on commande encore. Ils ont également comme gros clients les touristes. Et c'est ici, au hall des artisans, que les grossistes mettent en vente les articles des maroquiniers. Ils sont réunis autour d'une association dénommée Association des commerçants du cuir et peau de San Matenga. On est organisé en association, mais chacun a son magasin à part, quoi. Mais si c'est une grande commande qu'on gagne, c'est presque toute l'association qui travaille. Il y a les commandes individuelles aussi que, bon, tu peux travailler toi seul. Le métier de la maroquinerie ne nourrit plus bien son homme aujourd'hui à Kaya, eu égard aux nombreuses difficultés qui minent le secteur. D'abord, les moyens pour travailler, il nous manque de machines à coudre. Et nous voulons en tout cas être formés pour bien travailler. Outre ces entraves, artisans et commerçants sont confrontés à une insuffisance de marché. Vraiment, pour vendre la chasse, c'est ça qui est le problème même. Le vrai problème même, c'est ça. Les gens là,
Je trouve qu'on travaille maintenant. Avant, ces gens qui ont travaillé là, c'est pas beaucoup. Avant, ça marchait avec les touristes, mais comme il n'y a plus de touristes là, bon, avec les nationaux là aussi, c'est pas comme avant quoi. C'est du problème des djihadistes là. Nous ne sommes pas loin de la frontière. Des difficultés qui sont également vécues par les autres filières d'artisanat. Et le souhait le plus ardent des artisans de Kaya est que la quiétude revienne totalement au Burkina afin qu'ils puissent retrouver leurs gros clients qui sont les touristes. Justement, pour trouver des débouchés à l'artisanat, le ministre en charge du commerce et de l'artisanat a séjourné au Ghana du 15 au 17 juin dernier. Stéphane Sanou a pu rencontrer les artisans ghanéens. Il les a rassurés des opportunités à saisir au Burkina Faso. Nathalie Sawadou. Le ministre en charge du commerce face aux artisans ghanéens. Échanger afin de mieux s'imprégner des préoccupations des artisans, c'est tout le sens de cette rencontre. La question de sécurité, les inscriptions, mais aussi les innovations, ce sont entre autres les sujets abordés. On a renforcé la sécurité. Il y a désormais ce qui n'était pas là. Il y a les portiques de sécurité qui sont là. Il y a aussi le nombre d'agents de sécurité sur le site qui est accru. Également, nous avons aussi fait en sorte qu'il n'y ait plus d'affluence pour prendre les tickets, parce que désormais on peut acheter les tickets en ligne. Même pour réserver. Export Promotion Authority est la structure mandatée pour veiller à la mobilisation et faciliter la participation des artisans ghanéens au CAO. The assurance I'll give them is that already we have bought the booths in Burkina. Le Ghana a obtenu beaucoup de stands déjà obtenus, donc c'est une forme d'assurance déjà que les exposants vont venir. À part cela, nous avons mis en place aussi un comité d'organisation ici à Ghana Export Promotion Authority qui se charge d'organiser la participation effective des sociétés qui sont déjà inscrites. Pour cette 14e édition placée sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale, ce sont au total 25 pays qui sont attendus. 500 stands prévus, dont 480 stands déjà attribués à 5 mois de l'événement. Un dimanche de sport dans ce journal. Je reçois Mamadi Ouena du service des sports de la RTB. Ouena, bonsoir. Bonsoir Fousséni. Oui, 16e de finale de la Coupe du Faso. Les favoris passent, excepté l'équipe la plus titrée dans cette compétition, les Faux, éliminé par l'AS Sonabel. Oui, le Faux qui a été éliminé par l'AS Sonabel sur le score d'1-0. Mais avant de revenir sur le résultat de ces 16e de finale, nous allons suivre le match AGEB ASFB et avec Yaya Dembo Tamboura de Bobo Dioulasso. La partie débute timidement. Mais dès la 13e minute, ce sont les jaunes et noirs qui réveillent le public. Warren Sanou hérite de ce ballon de la surface. D'une frappe croisée, il ouvre le score avec la complicité du poteau. Les rouges de l'Ajab réagissent à la demi-heure de jeu. Ici, sur ce coup de boutoir de Mamadou Dossama Sanou, le jeune portier Sa Dieudonné Traoré se fait respecter. La pause intervient sur ce score partiel de 1-0 en faveur de l'ASFB. De retour sur la pelouse, les fonctionnaires de Bobo signent le break. Sur cette faute de main du gardien adverse, Adama Diarra, Antoine Kofi Ozaguer n'en demandait pas mieux. 2-0. L'AS Fonctionnaire est réputée être une équipe de coupe et peut-être qu'elle est en train de le confirmer à cette édition. 54 minutes, Aïki Chitou alourdit la marque sur ce extérieur de pied dans la foulée. 3-0. Les jeunes espoirs de Bobo ne semblent pas faire de la Coupe du Faso leur préoccupation majeure.
Voilà, donc on va donner les autres résultats de ces 16e de finale. Il y avait au total 16 matchs. ASFB qui bat la GEP 3-0. Et Jeunesse Espoir de Kolsama contre Royal FC. Et Royal FC qui passe sur le score d'1-0. RCK 9 Athlétique, 4-1 pour le RCK. RCB Kozaf 0-0 au tir au but. Le RCB passe par 4-3. Et AS Maya Burkina Moto AC 1-3. Et c'est Burkina Moto qui a gagné sur le score de 3-1. Canon du Sud, Raimo FC 1-0 pour le Canon du Sud. Bobo Sport Salitas 0-1 en faveur de Salitas. ASFA Yenenga AS Eko 3-0 pour l'ASFA Yenenga. Et comme on le disait tantôt, l'EFO qui a été battu par l'AS Sonabel 1-0. BPS Kiko FC 1-1 et au tir au but 10 tirs à 9 pour le BPS. Et USO face au Athletic Club 1-0 pour l'USO. Espoir de Tampui USFA 0-0 tir au but. L'USFA passe par 2 tirs contre 1 pour Espoir de Tampui. Fabao Espoir Banque Sport 1-0. USCO Sanor FC 2-1 pour l'USCO. USU Olympique Système de Dédougou 0-0 au tir au but. C'est l'Olympique Système de Dédougou qui passe par 4 tirs à 3. Et enfin, le dernier match, Majestic Santos FC 0-0 également. Et c'est au tir au but que Majestic passe par 4 tirs à 2. Oui, mais il y a déjà les oppositions des huitièmes de finale, si je peux les donner. Et on a les huitièmes de finale mercredi, USO RCK, USCO Asfa Yenenga, AS Sonabel Fabao Espoir, Salitas Royal FC, USFA RCB, AS Burkina Moto Majestic, ASFB Olympique Système de Doudou et Canon du Sud BPS. Oui, et on parle également de l'Euro 2016. On l'a vu en attendant les derniers matchs de poule. Il y a des équipes qui se sont déjà qualifiées. Oui, il y a 3 équipes qui sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Ce sont la France dans la poule A, l'Italie dans la poule E et l'Espagne dans la poule D. Il y a d'autres équipes comme l'Allemagne, la Croatie, la Pologne, l'Angleterre, la Hongrie et la Suisse qui sont en ballottage favorable mais qui ne sont pas encore qualifiées. En ce moment même se jouent les derniers matchs de la poule A avec Suisse, France et Albanie, Roumanie. Et demain, dans la poule B, on aura des matchs comme Russie, Pays de Galles et Slovaquie, Angleterre à 19h. Mais mardi, il y a le choc Croatie-Espagne à suivre en direct sur la RTB à partir de 19h. Oui, mais il y en a juste une question sur la France, pays organisateur. Comment vous voyez sa performance depuis là? J'étais en train, par exemple, de suivre la première période Suisse-France. Vraiment, c'est un peu élaboré pour l'équipe de France parce qu'il y a eu quand même quelques changements au niveau de cette équipe. Il y a 5 titulaires qui n'étaient pas au début de cette rencontre. Mais la France n'a pas encore produit le jeu qu'on entend d'elle. Mais il faut quand même reconnaître que ça reste une grosse machine. Et déjà avec 2 victoires et surtout qu'elle joue à domicile, elle fait partie des favoris. Merci à vous, Mamadi Ouena du service des sports de la RTB, d'être passé nous donner toutes ces informations sportives. On vous retrouvera dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. Merci. Voilà pour terminer ce journal, Carnet noir de la RTB. Notre collègue Lassane Bonkongu du service de l'énergie et du froid, décédé ce dimanche 19 juin. Il a été inhumé cet après-midi à Tansgo, dans la commune rurale de Tanguin d'Assouri. Né le 21 août 1974 à Marcory, en Côte d'Ivoire, Lassane Bonkongu a tiré sa révérence ce dimanche 19 juin 2016 à l'âge de 42 ans des suites de maladies. Recruté en 1997 à la fonction publique comme surveillant des missions au centre émetteur de Kaya, à la Kompianga et à Tougan, Lassane Bonkongu repart à l'école en 2009 où il ressort en 2011 comme assistant technique de maintenance. Il est alors affecté au Centre national de maintenance terrienne à la direction des centres d'émission à Ouagadougou. Lassane Bonkongu sera ensuite affecté à la direction de la diffusion, puis à la maintenance et enfin avec le nouvel organigramme de la RTB, il se retrouve au niveau du service de l'énergie et du froid. Lassane Bonkongu repose désormais à Tansgo, dans la commune rurale de Tanguin d'Assouri. Il laisse derrière lui une veuve et 2 enfants. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.